Zouflaouen, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir une nouvelle fois mon ami Samir Belatesh, qui nous revient avec un troisième roman très émouvant, Moumouh, l'enfant des Djebel. Samir, bienvenue à l'impondérable. Merci beaucoup Youssef, merci pour l'accueil, bonjour tout le monde. Zouflaouen. Sinon je suis très content d'être là parmi vous une seconde fois. Youssef et Ibrahim ont été très très gentils avec moi. Ils m'ont accueilli, ils m'ont soutenu alors que je suis très boiteux en termes de situation. Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas l'expérience de Youssef. Sinon, ça me fait plaisir d'être là. C'est pour présenter ce roman, Moumouh, l'enfant des Djebel. Un roman personnel où je raconte l'histoire de ma famille pendant la guerre de libération de 54 donc à 62. L'histoire elle se passe de 56 à 59. Ensuite, il y a toute la partie indépendance où j'ai raconté un peu la mémoire. Sinon, je te laisse, Youssef, je ne sais pas si tu as des questions. Oui, j'ai quelques petites questions. On va avoir une petite discussion de 10, 15, 20 minutes, toi et moi, pour que les gens aient une idée un peu sur le livre, même s'ils ne l'ont pas lu. Et puis, on va leur donner la parole. Donc, voilà. Donc, ton livre... je disais, c'est un roman poignant parce qu'il raconte une histoire véridique, l'histoire d'un membre de sa famille qui est tombé au champ d'honneur, paix à son âme, paix à l'âme de tous les martyrs de la guerre de libération nationale algérienne. Ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Ils ont donné leur vie pour qu'un pays soit libéré. Bon. La liberté, la dignité tardent à s'installer dans ce pays, mais il y a encore des gens qui luttent pour que cela arrive et que cela concerne tous les citoyens algériens sans exception. Donc, je disais, c'est émouvant parce qu'il est question aussi du colonel Amérouche, de sa fin tragique. Hein. Il est aussi question, bien sûr... oui, l'Akfadou, je suis né de l'Akfadou, mais ça ne fait pas de moi ni un ancien moujahid, ni rien du tout. Voilà, c'est juste les hasards de la géographie. Voilà. Et donc il est question aussi d'un homme exceptionnel, hein, Mohamed Saïd Aïssani, paix à son âme. Un mot sur lui, hein. Mohamed Saïd Aïssani, il y a un lycée à Alger qui porte son nom, il y a un CEM à Sidi Aïch. Un mot sur ce valeureux martyr, paix à son âme. Très bien, non, je suis content, moi je connais pas, je ne connais pas le lycée qui porte son nom et tout ça, mais je suis très content de l'apprendre comme ça parce que, effectivement, je pense que Mohamed Saïd Aïssani, tout le monde le connaît. Peut-être que vous l'avez vu sur Google, il y a sa photo, elle est connue en fait. Il a été arrêté par les militaires français. Il y a un hélicoptère derrière lui là. C'est la photo que tout le monde connaît. Et il a été très proche de Amérouche, il était son secrétaire. Il était diplômé de l'université d'Alger déjà dans les années 50. Il avait rejoint le maquis, comme il est, c'est un lettré, c'est un intellectuel. Amérouche, il l'a fait comme son secrétaire, il a accompagné Amérouche partout. Il a eu une fin tragique, comme ça se passe souvent avec le colonialisme qui a ses méthodes barbares. Il a été exécuté à Alger, je pense que tout le monde connaît son histoire. Il a été exécuté à l'entrée du tunnel des facultés. Donc ça, c'est Mohamed Saïd Aïssani. Il est de Fley. Oui, alors le Fley, c'est le village de Samir. Hein. Alors, Moumouh, c'est l'histoire vraiment très émouvante parce que Moumouh, il va mourir très jeune, n'est-ce pas?
Et dans la famille, on ne va jamais oublier Momouah jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Absolument. Le roman, il se présente comme ça, en fait. Je me disais ça tout à l'heure en venant, je pensais à ce que je devais dire, comment je pouvais expliquer les choses. En fait, c'est une sorte de tragédie, comme les anciennes tragédies, là, dans le temps, on sait, dès le début du roman, on sait comment il va finir. En fait, le personnage, Momouah, il va mourir. Et c'est une vraie histoire. C'est le frère à ma maman. Et il a rejoint le maquis, il était plus jeune, il avait 16-17 ans. Il avait sa personnalité en fait. Et il finit par mourir finalement. Il a rejoint le maquis vers 56. Et en 59, il est mort. Son corps n'a jamais été retrouvé. Donc c'est une tragédie, mais qui a fait souffrir ma famille grave, d'une manière très grave. Quand il est parti rejoindre les maquis, l'armée française, elle s'est déchaînée sur la famille, elle s'est déchaînée sur le papa qu'elle a torturé. Enfin, les militaires français l'ont torturé. Il finit par se suicider parce que ça faisait trop en fait. Ils l'ont torturé et physiquement et moralement. Ils lui faisaient porter par exemple les corps des moudjahidines tués dans les maquis. Il lui mettait ça sur le dos et il faisait le tour des villages et tout. À un moment, il a pété les plombs, en fait, le pauvre. Ça, c'est son papa. Du coup, c'est une vraie tragédie qui a fait souffrir la famille. Ils ont dynamité la maison familiale. Le papa, il s'est suicidé. Et ils ont torturé les autres membres de la famille, le frère à son papa, etc. C'est une grosse catastrophe. J'ai essayé de la raconter de cette manière, en fait. Moi, je l'ai reçue, c'est une mémoire que j'ai reçue de mes parents, de ma mère. Elle est ce qu'elle est, cette mémoire. C'est celle-là, en fait, c'est la souffrance, la tragédie et tout. J'ai essayé de le raconter de cette manière. Le roman, il raconte ça, en fait. Et c'est vrai que le roman, il commence, c'est la maman en 62, là c'est vrai, en fait. En 62, elle a attendu son fils. Son fils, il est parti, il n'est jamais revenu. Il a causé des dégâts énormes au sein de la famille, puisque le papa, il a été torturé, la maison dynamitée, d'autres enfants sont morts, etc. Mais c'est son fils, elle l'aimait. Et elle a attendu en 62, à l'indépendance, elle a attendu qu'il revienne. Elle a passé des mois à attendre, en fait, qu'il revienne. Il n'est jamais revenu. D'ailleurs, son corps n'a jamais été retrouvé. Du coup, une grosse souffrance que j'ai essayé de mettre dans le roman, même si j'ai essayé quand même d'être un peu pudique. Je pense que c'est notre éducation qui est faite comme ça. Oui, c'est un livre où il n'y a pas de haine et bravo à toi. Et puis donc, à propos de cette mère qui demande aux maquisards qui sont revenus, c'est très émouvant. Donc, elle demande des nouvelles de son enfant, ils lui disent même pas qu'il est mort. Voilà, ils esquivent la question parce qu'ils n'ont pas la force de lui dire qu'il est mort. Mais Mimou. Les maquisards, enfin, ça nous plonge dans l'année 62-63, la fin de la guerre. On sort d'une période qui était horrible. Les Algériens ont vécu une chose qui était horrible de chez horrible. Je pense qu'il y a une mémoire française de la guerre d'Algérie et elle est tout aussi horrible, à mon avis. Par contre, du côté algérien, c'était l'horreur totale. Les morts, la souffrance, la torture, je ne parle même pas des viols sur les femmes, etc. C'était l'horreur totale. Et en 62, c'était ça en fait, c'est-à-dire, il y a ceux qui reviennent des maquis, les parents, les enfants, ils sont contents, ils voient leur papa revenir, il n'est pas mort finalement, il a survécu. Et dans notre région, dans Lac Fadou, Youssef, tu connais l'histoire, jamais tu la connais, c'était l'horreur totale. Les gens, ils mouraient dans les grottes de faim. C'était pendant les opérations jumelles, etc. Et ils se terraient dans les trous, parce qu'il y a des ratissages de l'armée, et ils ne sortaient même pas des trous, et on les retrouve, ils sont morts dans des trous de faim,
ou de maladies, d'humidité, etc. Ils sont morts. Donc l'année 62-63, c'est celle-là en fait, c'est la fin de la guerre. Les gens étaient très contents parce que la guerre est finie. Ils attendent que les Moudjahidines reviennent. Certains sont revenus et c'est tant mieux, d'autres ne sont jamais revenus. Ça c'est la scène là où elle attend, elle a duré des mois. C'était un peu cette période-là en fait, où on était très contents, c'est le cessez-le-feu, c'est la fin de la guerre, comme disait mon père Larmo. Quand on lui a dit on vient de signer le cessez-le-feu, il m'a raconté ça à titre perso. Il me dit j'étais sur un an, je suis tombé de là tellement il a sauté, il était content, de joie. Et c'est la fin de la guerre. Donc c'était quelque chose de bien. Par contre, c'est le moment où on fait le bilan des gens qui sont morts, etc. Voilà. Absolument. Donc, tu es revenu aussi sur beaucoup de choses intéressantes. Tu t'es visiblement bien documenté sur la guerre, la guérilla. Hein. Il y a eu une guerre quand même, surtout dans notre région, surtout dans la forêt de l'Akfadou. Donc, il y a eu de vraies batailles. Hein. Et ça c'est bien, et tu es revenu aussi sur cette bataille du côté de Boussaada qui va voir toute une équipée décimée, et à leur tête les colonels Silhouas et Amirouche, encore une fois, paix à leur âme, voilà. Est-ce que, comme racontent certains écrits, il y a eu une forme de dénonciation de ce mouvement vers la Tunisie du colonel Houassi et le colonel Amirouche. Est-ce qu'on peut dire quelque chose à ce propos? En fait, il y a ce débat qui est fait effectivement. L'armée française, elle avait quand même ses informations. Il y avait la guerre avec les avions, les blindés et les bombes et le napalm, et j'en passais des meilleurs. Mais il y avait aussi la guerre psychologique et il y avait la guerre d'infiltration. Et c'est vrai que très probablement, même si moi je n'ai pas trouvé d'informations définitives pour dire que c'est un tel qui avait parlé et qui avait dénoncé, mais très probablement la virée qu'ont fait les colonels Amirouche et Silhouas et leur équipe pour aller aux frontières, elle a été dénoncée ou suivie par l'armée française. Ils avaient probablement l'information et c'est comme ça qu'on leur a tendu une embuscade qui les a tués. Et c'était une grosse catastrophe parce que quand, d'ailleurs, l'armée française, elle a fêté ça d'une manière incroyable. Je pense que tous les villages kabyles s'en souviennent. Ils avaient fait des fêtes dans toutes les casernes de l'armée française quand ils ont tué Amirouche. Absolument. Parce que c'était énorme. Une partie des dirigeants de l'armée française croyaient que la guerre d'Algérie allait se terminer à ce moment-là. Hein, et ils ont fait toute une propagande pour dire que puisque Silhouas et Amirouche sont tués, donc il n'y a plus raison de se battre. Ça, c'est à l'intérieur du pays. Hein. Les deux colonels allaient vers la Tunisie hein, avant qu'ils ne soient tués. Alors, absolument. Qui était une catastrophe pour le commandement de l'armée, enfin de l'ALN. Ça correspond à la... C'est une période très difficile, même si la guerre d'Algérie, c'était du côté algérien, c'était difficile, mais grave de chez grave. Hein. Spécialement militairement, comme on le sait tous, militairement, l'armée française, elle avait broyé l'ALN. Hein. Elle avait le matériel, et les hommes, et l'information, et le renseignement, et j'en passais des meilleurs. Et toute l'armée de l'OTAN qui était derrière. Et l'année 56, 57, 58, c'était des années très très difficiles. Quasiment tous les chefs de l'ALN étaient tués, quasiment. Par exemple, on avait démantelé, pendant la bataille d'Alger, on avait démantelé le FLN d'Alger. Elias Saadi était tombé, Lahab Ben Mehdi a été exécuté. C'était la période où, d'ailleurs, l'armée française et les dirigeants politiques français croyaient effectivement qu'ils en avaient fini avec la guerre d'indépendance algérienne. C'était sans compter sur le volet politique et sans compter sur la justesse de la bataille que menaient les Algériens. C'est-à-dire la justice, elle finit toujours par
par aboutir. Même si en face, tu as des gens super puissants, super violents, très agressifs et tout. Quand tu défends une cause juste, ça peut prendre du temps. Tu vas souffrir, très probablement, mais ça finit toujours par gagner. C'est ce qui s'est passé avec la révolution algérienne, du moins, moi je le vois comme ça. Et puis, je dis, c'est sans compter sur le volet politique, parce qu'il y avait des changements au niveau mondial, il y avait des équipes de diplomates du FLN qui avaient mené une bataille diplomatique qui était extraordinaire. Ça a donné ce que ça a donné. Oui, oui, effectivement, la victoire algérienne a été plus politique que militaire. Hein. Ça, on le sait aujourd'hui. Mais c'est tout un peuple qui s'est soulevé pour sa liberté, sa dignité. Hein. Donc c'est ça qui a fait la force du combat libérateur algérien. Voilà. Sinon, j'essaie de raconter ça en fait dans le roman. Le micro. J'essaie de raconter ça dans le roman. Encore une fois, je l'ai dit un petit peu sur mes posts Facebook, c'est-à-dire il a fallu décrire la violence. C'était très dur à décrire. Je vous l'avoue que quand j'écrivais les détails de la torture de mon grand-père, il a fallu que je m'éloigne de mon bureau et tout parce que j'en pouvais plus. Parce que je me suis mis dans sa peau en train d'être torturé, c'était très difficile. Donc il a fallu parler de la violence, mais j'ai pas voulu faire un peu comme certains livres qui sont dédiés à la violence, où on décrit la violence parce que c'est vendeur, hein, c'est effectivement. Moi, j'ai voulu quand même rester un petit peu pudique par rapport à ça. C'est probablement aussi notre éducation qui est faite comme ça. On a mal, mais on ne le montre pas. Et donc, il y a ça. J'ai aussi suivi un peu le personnage de mon oncle, qui était, pour moi, c'est un enfant. D'ailleurs, c'est de là que vient l'enfant de Djebel. Pour moi, il était tout jeune. Il avait 16 ans, 17 ans. Et il est parti rejoindre Améroche parce que sa petite sœur avait souffert. Il a une petite sœur et c'est l'élément déclencheur de l'histoire en fait. C'est-à-dire, et ça c'est vrai, c'est une vraie histoire. Je dirais un mot après comment je peux dire tout de suite, c'est pas de souci, bien sûr. Non, comment il a fallu naviguer un petit peu ou nager entre le roman et entre la fiction et le réel, ce qui était un peu difficile à gérer. Mais sinon, un fait réel, c'est que ma mère, la petite sœur de Mohamed donc, elle a été virée de l'école. C'était sa première journée d'école, c'est ma mère, Nabil, il la connaît très bien. Et elle est partie à l'école, c'était son début d'école, elle avait 6 ans et tout. Et elle s'est installée dans la classe avec les autres élèves et tout. Et ils sont venus la chercher et lui ont dit... ma mère elle s'appelle comme ça, Alem Zahia. Alem Zahia, c'est ton frère Alem Hamid, parce que Mohamed il s'appelle Hamid sur les papiers. C'est ton frère, c'est ton oncle Alem Flen, etc. Comme c'était des maquisards, du moins l'oncle, son frère n'était pas encore maquisard, mais il était suivi parce qu'il fréquentait Mousseblin, etc. Et ils sont venus la chercher, ils l'ont chassé de l'école, tout simplement. Et j'ai raconté ça dans le livre. C'est ce qui a fait déclencher l'histoire, en fait, dans le livre. Mohamed, il reçoit sa sœur à la maison, elle est revenue, elle pleurait, etc. Et elle a dit que on vient de me chasser de l'école parce que mon oncle est un terroriste, vous êtes des terroristes et tout. Mohamed, il était choqué quand il a vu sa sœur pleurer de cette manière et qu'elle a été humiliée et qu'on l'a violentée. Il l'a tellement mal vécu qu'il s'est dit, je vais la venger. Je vais la défendre, plus exactement. Je vais la défendre. Ils l'ont empêché d'aller à l'école parce que nous sommes dans un système colonial, parce que nous sommes dans un système qui fait de la ségrégation et que nous sommes des indigènes ou le deuxième collège et que les Français, eux, ils sont devant, etc. Donc le petit Mohamed qui avait 16-17 ans, il était tellement enragé qu'il a rejoint le maquis pour défendre sa sœur. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie histoire, en fait, c'est la partie vraie du narratif.
Et c'est vrai que Mohamed, ma grand-mère m'a raconté ça toute sa vie. Moi, j'ai grandi chez ma grand-mère. Elle m'a raconté que depuis son jeune âge, c'était quelqu'un de très vif et de très courageux. Et il avait 14, 15, 16 ans et tout. C'était le début de la Révolution. Et il voulait rejoindre Ameroche. Il disait toujours, c'est Al-Flay, nous on est juste en dessous de l'Akfadou, on n'est pas loin. Et Ameroche, il avait une influence sur toute la région en fait. Tout le monde parlait de Ameroche. Même si on le faisait en cachette, parce que l'armée française, il ne faut pas qu'elle te voie parler d'Ameroche. Mais les villageois, ils le connaissent et tout. Il avait comme symbole, comme exemple à suivre Ameroche. Il voulait rejoindre Ameroche. Et il a rejoint Ameroche. Il est parti en fait. Et il n'est jamais revenu. Paix à son âme. Samuel, si tu veux bien, on va donner la parole à nos amis pour des questions, des commentaires. L'idéal, c'est que les interventions soient concises et brèves. Ça, c'est l'idéal. La parole est à vous. Tout d'abord, cher Samir, merci pour ce livre qui est poignant. J'imagine qu'il t'a coûté bien des sueurs, puisque c'est un récit assez intime. Alors, juste une petite question. Le choix du titre, pourquoi Djebel, pourquoi pas Akfadou? J'ai repris, fait bonne question, ouais. J'ai repris un peu le langage ou les éléments de langage qu'on utilisait dans le temps. Et on disait Djebel pour parler des montagnes, des maquis, et même que Ameroche, il s'appelait le lion des Djebel, hein, c'est comme ça. Du coup, quelque part, il m'est venu d'une manière quasiment instinctive, même si il explique, à mon avis, à mon sens, il explique bien l'histoire que j'ai voulu raconter. C'est d'abord un enfant, et puis les maquis et la guerre d'indépendance. Donc Momo, l'enfant de Djebel, il résonne bien avec la thématique qui a été abordée. Je disais tout à l'heure sur ma page Facebook Momo, parce que c'est un diminutif que les Algériens et les Kabyles et tout utilisent pour Mohamed ou la Mohand ou là, on dit Momo. C'est un, comment on dit en français, j'ai oublié, Ismdala, ça veut dire c'est un nom affectif, exactement, merci, exactement. C'est quand on aime quelqu'un, on lui donne un diminutif comme ça à son nom, et Momo, c'est un peu ça. C'est l'explication pour le texte. Oui, d'autres. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, Samir, déjà félicitations pour le livre. Merci à toi. Alors, c'est pas une question, en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est de raconter les histoires personnelles et familiales durant la guerre de libération. Parce que je pense, Youssef, notre aîné, pourrait, je parle sous son contrôle, la guerre de libération a toujours été, ou bien souvent abordée, sous l'angle des leaders, des personnalités, des grandes personnalités. Oui. D'accord. C'est-à-dire les cadres, comme les origines du 1er novembre, le traitement des accords d'Évian, l'indépendance, et ainsi de suite. Par contre, ce qui est original, ce qui est bien avec ton livre, c'est que c'est l'histoire de la révolution dans une famille. C'est-à-dire les sentiments d'une famille qui a vécu la guerre de libération. Et je pense que, et je termine là-dessus, qu'on a vraiment besoin de cela. Parce que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit Youssef, que ce soit quelqu'un d'autre, on a autant d'histoires à raconter de la guerre de libération. Voilà. Absolument, absolument. Bien vu. Même moi, j'étais motivé par cet aspect-là des choses, en fait, parce que finalement, c'est une façon de rendre, dans ma vie privée, dans ma famille, je voulais rendre hommage à mon oncle, un peu comme tout le monde voudra le faire avec son oncle, ce qui est tout à fait normal, il me semble. Mais sinon, je voulais aussi rendre hommage justement à ces anonymes qui étaient des gens qui ont tout sacrifié, qui ont fait des choses parfois extraordinaires et tout, mais qu'on ne connaît pas en fait. On connaît Ameroche. D'ailleurs, dans le roman, Ameroche est un personnage secondaire.
Tu vois, Sid Hawa, c'est un personnage secondaire. Et pourtant, Dieu seul sait que c'est des grands personnages de notre histoire. Moi, je suis un grand fan de Améroche, même s'il y a à discuter sur son parcours. Mais dans l'histoire, c'est un personnage secondaire. Le personnage principal est un anonyme que personne ne connaît et qui a fait son devoir et qui a souffert et qui a des motivations effectivement qui relèvent de sa famille, etc. Parce qu'on a humilié sa petite sœur et il a voulu la protéger. Et puis c'est un personnage qui a des sentiments et même qu'à un moment il tuait en fait, parce que lui, pour rejoindre Améroche, il a, comme tu as pu le voir, avec ses copains, ils ont attaqué une caserne de l'armée française, ils ont volé des armes et ils ont rejoint Améroche. C'est comme ça qu'on faisait dans le temps. On a vu par exemple à Alger et tout, tu vois, les gars ils viennent, ils attaquent un policier, ils lui enlèvent son pistolet, ils rejoignent l'UFLN ou l'ALN. Chez nous, c'était la même chose en fait en Kabylie, dans les montagnes et tout. Ils ont attaqué une caserne, ils ont volé des armes, ils ont volé un mortier, qui était quelque chose de très important dans le temps, un mortier 60 mm, comme ça. Et ils ont rejoint Améroche. Lui, il est devenu spécialiste du mortier. Quand il a rejoint Améroche, Améroche lui dit, tu t'occupes de ton mortier, tu vas te former dessus, ils l'ont formé, etc. Et on va t'utiliser, parce que c'est toi qui maîtrises ton arme, pour attaquer, pour faire les batailles, etc. Et à un moment, je l'ai mis dans le roman parce que ça me tenait à cœur d'avoir un personnage qui soit humain, etc. Il tuait en fait, il a bombardé une caserne, ils ont bombardé une caserne de Sidi Aïch, la caserne Ma'la. Ils ont bombardé et son mortier a fait énormément de victimes. Lui, il était bon, il visait, il tuait les gens, il les regardait de loin comment il tuait des gens. Il a eu un problème moral. Il voyait les gens déchiquetés et tout par les bombes que lui-même il envoyait. Ça l'a travaillé. Il ne voulait pas tuer les gens au fond. Ce n'est pas quelqu'un qui veut tuer les gens. Et ils ont fait la guerre, comme on dit avec le recul, ils ont fait la guerre. C'est une violence nécessaire. Tu défends ta patrie, tu défends ta famille, ta maman, etc. Mais ce n'est pas une violence qui était innée chez eux. Ils ne voulaient pas faire la guerre en fait. Et j'ai voulu le montrer un petit peu dans une scène où il regardait les gens mourir, français, des militaires français. Ça l'a travaillé. Il s'est dit, oh là là, je suis en train d'enlever la vie à des gens. Il a eu un problème moral. Je voulais montrer cet aspect-là des choses, effectivement. Oui. Bonsoir à tous. Alors, moi j'avais un commentaire et une question. Le commentaire va dans le sens de vous féliciter pour deux raisons. La première raison, c'est d'avoir écrit cette histoire-là, pas pour nourrir la haine, comme vous l'avez dit, mais par devoir de mémoire. Parce que, comme le disait l'autre, on n'écrit pas l'histoire avec une gomme. C'est douloureux, mais quand même, on l'écrit par devoir de mémoire. La deuxième raison de la félicitation, c'est de l'avoir fait un roman. Parce que ça aurait été un essai. Beaucoup n'ont pas l'habitude d'aller voir les essais. Et l'essai est beaucoup plus factuel, beaucoup plus réel. Et là, je crois que c'est Albert Camus qui disait que l'art, ce n'est ni l'imagination toute seule, ni le réel tout court, mais l'imagination à partir du réel. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez imaginé une histoire à partir d'une vraie histoire. Et donc, ça va aller vers le plus grand nombre de lecteurs, j'imagine bien, à mon avis. Et la question que j'avais, c'est par rapport à l'enseignement de l'histoire de la guerre d'Algérie dans le programme Algérie. Par exemple, nous au Sénégal, on a appris la guerre d'Algérie, mais de façon superficielle. Quand on apprenait le processus de décolonisation, avec la décolonisation pacifique et la décolonisation armée, on a pris l'exemple du Vietnam et de l'Algérie, mais j'avoue que ça a été très superficiel. C'est le contact que j'ai eu avec des Algériens qui m'a permis de comprendre l'atrocité de cette guerre. Est-ce que le programme algérien et le programme éducatif, bien sûr, est bien documenté dans ce sens-là pour permettre à la jeunesse d'avoir cette idée-là, encore une fois, pas pour nourrir la haine, mais par devoir de mémoire? Merci.
Merci pour le commentaire et la question. Déjà, pour commencer, déjà, effectivement, il s'agit d'un devoir de mémoire, effectivement. La mémoire, elle s'est transmise. Dans mon bouquin, j'ai essayé de construire un peu une sorte de schéma, même si ce n'est pas linéaire, pour faire un petit peu quand même, un petit peu plus attrayant du point de vue littéraire, etc. Il y a des flashbacks, etc. Mais sinon, c'est la mémoire. Elle a été transmise par la maman, par la petite sœur de Mohamed, et à la fin du livre, je me suis mis un petit peu comme personnage dans le roman, où moi-même j'ai écrit l'histoire de ce Mohamed en fait. J'ai voulu écrire l'histoire pour lui rendre hommage. Donc c'est un transfert de mémoire, et je pense que la question de la mémoire, elle est super importante en fait. Peut-être que c'est mon inculture qui fait ça, mais on en parle rarement en fait de ces questions liées à la mémoire. Là, ces derniers temps, je me suis intéressé à ça et j'ai vu que la question de la mémoire, elle est d'une importance incroyable. Finalement, comme on dit d'une manière terre à terre, est-ce qu'on peut passer à l'avenir, est-ce qu'on peut avancer sans prendre en compte ce qui s'est passé? On n'écrit pas l'histoire avec une gomme, comme vous venez de dire à juste titre. Donc voilà, sinon, pour l'apprentissage de l'histoire, je pense que pour la guerre d'Algérie, il y a deux versants d'une même montagne. Il y a le versant algérien et il y a le versant français. Du côté algérien, on a présenté la guerre d'Algérie d'une certaine manière. Je pense qu'on a fait, à mon avis c'est normal, hein, ce n'est pas une critique, on en a fait des héros en fait, c'est-à-dire on a fait de la guerre d'Algérie un moment fondateur de notre société, un moment très important de notre société, fondateur de l'État algérien. D'ailleurs c'est le cas, c'est la guerre de libération qui a été le moment fondateur. Et ça a été transmis comme ça en fait à l'école. On a appris l'histoire de la guerre d'Algérie avec une façon un peu de rendre les gens, c'est des héros en fait. Un peu comme je le disais, c'est des héros de bronze en fait. C'est-à-dire, au final, moi qui suis arrivé plus tard et les jeunes, ils sont un peu gavés même par cette façon de présenter les choses où les héros, ils ont perdu leur vie en fait. C'est devenu des statues qui ne veulent plus rien dire. Et puis la révolution, elle a été, ou l'histoire de la révolution, ou la mémoire de la révolution, elle a été instrumentalisée par le pouvoir en place, qui est un pouvoir dictatorial, il faut le dire, depuis 62 à nos jours, et qui ont instrumentalisé tout ça. Ça fait que chez les jeunes, même si je pense qu'on nous a tout appris à propos de la révolution algérienne, à mon avis, mais ça nous a gavés. Des fois, on fait un rejet parce que c'est la dictature qui instrumentalise la mémoire collective et ça pose problème, effectivement. Ensuite, il y a la mémoire du côté français, de la guerre d'Algérie, puisque c'est un moment de partage qu'on a eu avec les Français. On a partagé ce moment horrible, en fait. Et côté français, c'est le côté de la colonisation. Et à ma connaissance, ici en France, mais on a très très mal appris aux gens ce qui s'est passé. On a raconté n'importe quoi ou on n'a rien dit en fait. On n'a rien dit. On n'a pas raconté, je pense que c'est Benjamin Stora qui a écrit un livre qu'il a appelé La gangrène et l'oubli. C'est-à-dire du côté algérien c'était la gangrène et du côté français c'est l'oubli. Du côté français, on ne voulait plus parler de ça. En fait, par exemple, la torture, elle a dérangé les gens. Elle a dérangé l'esprit des Lumières, etc. Comment nous, on a torturé. La torture était généralisée. On n'a pas voulu le reconnaître. Du coup, on n'a pas voulu prendre en charge la question. La même chose pour les pieds noirs qui sont partis en 62. Une grande partie, moi j'ai lu des choses sur les pieds noirs où les gars, ils ne racontaient pas ce qu'ils ont vécu à leurs enfants. Ils ne pouvaient pas raconter ça en fait. C'était très difficile. Du côté français, il y a des raisons, etc. Je pense que c'est bien de l'étudier, de l'expliquer, etc. Mais le fait est qu'on n'a pas expliqué aux gens ce qui s'est passé. Moi, je connais beaucoup d'amis français et tout, ils ne savent rien de la guerre d'Algérie. Ils ne savent pas qu'il y a eu la torture.
Je leur raconte que mon oncle, il a été torturé, excusez le détail, on lui a arraché les ongles à la tenaille. J'ai raconté ça à des amis et ils ont halluciné. Mais c'est pas possible ce que tu es en train de dire. Pourtant, c'est la vérité. Donc, il y a un travail de mémoire à faire. Moi, j'ai eu quelques échos de la part de jeunes d'ici et des jeunes issus de l'immigration et des jeunes français qui disent c'est l'occasion pour moi de connaître ce qui s'est passé réellement, ce qu'une famille algérienne a vécu pendant la guerre de libération. Pas les récits officiels, instrumentalisés, etc., ou utilisés à des fins idéologiques ou politiques. Non, ce qu'une famille, elle a vécu. Comment, d'ailleurs, c'est un peu le personnage de ma mère. Ma mère, moi j'ai eu pitié de ma mère, pareil. Elle a vécu des choses et elle a vécu la violence de la guerre, elle a vécu la violence du fait elle a perdu son frère, qu'on ait torturé son papa, il a été tabassé devant elle, etc. D'ailleurs, quand il s'est suicidé dans la vraie vie, c'est elle avait 8 ans, 9 ans. Elle a trouvé son papa pendu à l'arbre qui est juste à l'entrée de la maison. C'est elle qui l'a découvert, elle a couru, elle a été chercher sa maman, elle lui fait viens papa, qu'est-ce qu'il fait là, il est accroché à l'arbre, etc. Donc, cette chose-là, ces faits-là, ces détails-là, qui sont des vérités, malheureusement, beaucoup de gens ne les connaissent pas en fait. Oui, vas-y. Je pense que ton livre va servir de moteur, je dirais. Il y aura d'autres qui vont écrire leur histoire. Et ça, au-delà, en dehors des idéologies. Et je pense que ce que tu as fait là, franchement, bravo. C'est bravo. C'est gentil, c'est gentil. Moi, je suis triste pour ce qui se passe ici en France parce que on a fait on avance en reculant en fait. C'est-à-dire, en France, on voit, désolé de le dire, on voit que les gens qui sont les pro-colonisation, Algérie française, pro-OAS, etc., c'est eux qui ont la cote actuellement. Et ça fait mal en fait. Ça fait mal, c'est-à-dire que on n'en a même pas tiré les leçons qui s'imposent. On n'a pas avancé, on n'a pas appris de l'histoire. Et ça, c'est d'une grande tristesse, même si, comme dirait mon ami Youssef, on ne perd pas espoir, il faut continuer à conscientiser les gens, à leur donner de l'information, etc. Mais c'est vrai que c'est triste de voir que on a des gens qui nous imposent un discours colonialiste sur quasiment tous les médias dominants et tout. Et ça, c'est un vrai recul, un vrai recul. Oui, bonsoir. C'est assez touchant de voir quelqu'un écrire une histoire bien ciblée sur une famille algérienne, de Kabylie, de tout ça. Moi, je sais que le travail de mémoire de la guerre d'Algérie est un travail de douleur d'abord, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas avoir de fantaisie là-dedans. Donc, quand on vient pour parler de ça, on ne peut pas ne pas avoir d'émotion. Et quand on est dans des émotions, effectivement, ça peut paraître un peu comme une espèce de quelque chose qu'on a envie d'amplifier. Alors qu'en fait, avec toute notre imagination, on ne peut pas amplifier plus que les faits qui sont passés. Donc j'ai pas de questions spécialement, c'est juste un petit témoignage pour rejoindre un peu ça. Moi, je suis un enfant de la Révolution. Voilà. Ma famille a été décimée. Attention, ce n'est pas une bombe qui est tombée. On les a chassés comme des lapins. On a tué, mon père s'est quand il va dans le corps. Son frère, c'est la même chose. Son petit frère de 15 ans, c'est la même chose. Ma grand-mère, elle a été dénudée. On a mis du goudron pour l'humilier dans toute la région. Donc, bien sûr, je parle juste du récit. Je ne veux pas non plus parler d'horreur.
qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout d'un moment, avec toutes ces douleurs-là, on a envie de les taire. On n'a pas envie d'en parler. Et simplement, je salue le courage que tu as d'écrire ça. Et je pense que la guerre d'Algérie, il n'y a pas un village, il n'y a pas une personne qui en parle et qu'on a l'impression quand il parle que la guerre s'est passée juste chez lui. Tellement c'était puissant, tellement c'était destructeur, tellement c'est quelque chose auquel on ne trouve pas les mots. Alors j'ai envie juste de dire quelque chose. Quand je suis parti d'Algérie, ma mère c'est une révolutionnaire aussi. Jusqu'à maintenant, on écrit beaucoup de choses sur elle. Mais pour moi, c'est une histoire comme ça de famille. Comme on raconte des Timouchoua, hein, des contes, des choses comme ça, quoi. Il n'y avait qu'une seule chose que je retiens de là. La douleur, je suis un orphelin, femme de la guerre, tout ça. Et quand je dis je, beaucoup de gens ont vécu de ma génération comme ça. Il n'y a qu'une seule chose, quand je suis venu ici en France, ma mère m'a tellement parlé de la guerre, elle a dit que je devais partir. J'avais envie, quand tu es jeune, qui devait partir. Il m'a dit, tu sais, mon enfant, tu peux partir. C'était la guerre. Ils nous ont frappés, on les a sortis. Maintenant, on est en paix. Donc voilà, simplement pour saluer le travail des mémoires, il ne faut pas avoir c'est-à-dire surtout enlever toute haine, pour que les faits soient éclairés, qu'on distingue réellement les faits, et bien sûr l'histoire appartient à l'histoire. Voilà, merci. Absolument, merci beaucoup. Non, en fait, là, vous me faites penser. Moi, ma grand-mère, j'ai grandi chez elle, elle est décédée là en 96. Elle n'a jamais exprimé un seul mot de haine. Elle a vécu des choses, elle a perdu 9 enfants pendant la guerre. 9 enfants, elle a perdu. Elle n'a jamais dit un seul mot de haine envers les Français. Jamais j'ai entendu un mot de haine de sa part. Elle comprenait du haut de sa peut-être sagesse ou de son expérience quand la vie elle te marque, tu apprends des choses. Elle a subi un système qui était horrible, violent, barbare, etc. Par contre, elle ne mettait pas sur les gens ce que le système lui a fait subir. C'est-à-dire qu'elle était capable d'aimer des Français et tout sans aucun problème. Je sais pas, ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. C'est vrai que franchement, moi, j'ai pas grandi dans un milieu de haine ou de choses comme ça. Les gens, moi, de ce que j'ai trouvé, en fait, la mémoire que moi j'ai trouvée, et Dieu seul sait que moi je suis né longtemps après l'indépendance. Je n'ai pas vécu la guerre d'Algérie. Et pourtant, c'est comme si je l'avais vécu. C'est-à-dire que la mémoire, elle s'est transmise de génération en génération. Et je n'ai pas trouvé de haine. Je n'ai pas grandi dans un monde qui dit on va les tuer, etc. etc. Et pourtant, c'est-à-dire, je pense que c'est dans le roman, si je me rappelle bien, je pense l'avoir mis, elle disait que nous on a un problème avec le système colonial, mais pas avec les Français. Et c'est dans ça que j'ai grandi. Hein. Alors, juste pour donner un petit détail, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer un petit peu au moins de guérir cette blessure-là. J'ai envie qu'on en parle d'une manière, je dirais un peu, pas pondérée, c'est pas pour bousculer les choses, mais il faudrait quand même remettre les choses à... C'était aussi un pan de l'histoire, un moment, et qu'aujourd'hui, quand on doit parler, on doit avoir une justesse là-dessus, et que le mettre juste comme événement, et chacun garde ses émotions. Par exemple, moi, personnellement, je suis né sous un faux nom, parce qu'on a été tellement recherché partout, et ma mère a dû accoucher dans un village à côté, et me déclarer sous un faux nom. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand elle m'a dit, tu peux partir, mais on est en paix. Et je pense que dans le récit qu'il doit y avoir là-dedans, il n'y a pas réellement de gloire, il n'y a pas de honte, il n'y a pas vraiment de héros. Je pense que chacun de nous, quand on est confronté à une situation, je pense qu'on a certainement des principes, on a un instinct, on a quelque chose aussi qui vibre en nous. Je pense que tout le monde aurait réagi de la même manière. Et que ces personnes-là qui sont sacrifiées à l'époque, s'ils vivent de notre époque, peut-être qu'ils seront plus en paix que nous. C'est-à-dire qu'ils pourront simplement pardonner un peu le point de l'histoire. Absolument, absolument. Je ne pense pas qu'il y ait...
moi, il me semble, chacun peut-être aura son avis sur ça, mais du côté algérien, je pense qu'on a digéré ça depuis très longtemps, contrairement à ce que disent les médias sur le plateau de télévision. Moi, perso, je ne vois pas, mis à part le régime en place qui est une dictature qui instrumentalise, etc. Mais le régime algérien, ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas les Algériens. Et les Algériens, de ce que moi j'ai connu autour de moi et tout, on n'a pas de haine envers les Français, la guerre est finie depuis très longtemps, on peut construire. À mon avis, le plus dur de ce que je crois comprendre, c'est ici. Benzen, ils n'ont pas digéré la guerre d'Algérie, ils ont légiféré, et encore, je ne généralise pas sur tous les Français, là aussi, ce sont les élites dominantes et tout qui ont des calculs bizarres. Ils ont légiféré en disant les bienfaits de la colonisation, c'est-à-dire, moi, mon grand-père, quand on le torturait, c'était un bienfait, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire, à mon avis, le plus important du travail à faire, il est ici en France, voilà. Mais sinon, peut-être que chacun se fera son avis. Moi, c'est mon humble avis sur ça. Bonsoir. Je suis arrivé en Algérie en 73, j'avais 3 ans. Mes parents étaient travailleurs expatriés et sympathisants de la Révolution, je crois. Et ils ont eu un ami qui est devenu un tonton, qui s'appelait Saïd Bekbel. C'était un type extraordinaire. Aujourd'hui, je recherche la trace de Dazim, son fils. Alors, je sais qu'il anime des cercles démocratiques dans le sud de la France, mais j'en sais pas plus. Ce que je voulais savoir, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que ces débats démocratiques qui ont lieu en France aujourd'hui, ou ailleurs, peut-être, réussissent à avoir des connexions avec l'Algérie pour essayer d'infuser une idée démocratique en Algérie, puisque en fait, autant la révolution paraissait totalement juste, autant ce qui s'est passé après paraît totalement injuste. De Boumedienne à Tebboune, il y a un gros problème, quoi. Et la révolution, je pense, a été volée aux Algériens. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les États occidentaux ont un rôle là-dedans, une influence négative ou positive? Où est-ce qu'on en est de l'avancée de la démocratie en Algérie? Le rôle des Occidentaux, des gouvernements, hein, pas les populations, franchement, c'est un autre monde. Est très négatif, c'est mon avis, très négatif. En fait, on a vu comment ils gèrent avec les pays du Sud. Hein. Ils n'ont aucun souci avec les dictatures. Les dictatures sont leurs amis. Quand ce n'est pas eux qui les protègent et qui les alimentent et qui leur fournissent de quoi tenir, etc. On a vu ça en Afrique. Je donne un exemple actuel, qui est actuellement. Regardez ce que fait le gouvernement français avec la dictature égyptienne. La dictature égyptienne est très violente. Ils ont exécuté des gens par milliers sur une place publique. Et aucun souci avec le gouvernement français. Macron accueille le général putschiste égyptien d'une manière tout à fait normale. Il signe des accords d'achat et de vente d'armes très très chers, etc. Le rôle des gouvernements occidentaux est, à mon avis, néfaste par rapport à ça. Pour la question, d'abord sur Nazim, il s'appelle il vient d'écrire un livre, il me semble. Il est en train de faire la promotion de son livre. Et il suffit de taper son nom sur les réseaux sociaux, vous pouvez le trouver en fait. Il va apparaître et il fait des posts, etc. Il est actif. Du coup, il suffit de le contacter, vous avez son contact direct. Et à propos de la démocratie chez nous, en fait, on vit dans une dictature, en fait. C'est celle de 62. Le mot, à mon avis, est très correct. La révolution a été confisquée à partir de 1962 par une dictature. Il y a eu un premier gouvernement Ben Bella. Le premier gouvernement, c'était Ben Bella. Ben Bella, ouais. Et juste après, c'est sur un coup de force. En fait, l'armée des frontières
qui était posté sur les frontières tunisiennes et marocaines pendant la Révolution et qui a accumulé beaucoup d'armes, etc. Elle a marché sur Alger en 62, fin 62, et ils ont pris le pouvoir par les armes, tout simplement. Et on n'en est plus sorti depuis. Boumedienne était le ministre de la Défense de ce gouvernement de Ben Bella. Et il a mis Ben Bella parce que Ben Bella était le plus connu et sa tête elle passait mieux à l'international, etc. Il l'a mis pendant 3 ans, ensuite il l'a renversé. Boumedienne l'a renversé, etc. Ça c'est notre triste histoire. Et nous vivons dans une dictature à nos jours en fait. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a eu un mouvement populaire de 2019, un grand mouvement populaire qui a Hirak, qui a revendiqué la démocratie, la justice, etc. Et il a été réprimé au bout de quelques mois, 1 an ou 1 an et demi. Il a été réprimé depuis, la répression n'a pas cessé. Il y a énormément de prisonniers politiques actuellement. Les gens qui se sont exprimés pour le Hirak, on les embarque. Pour la plupart, ils sont réfugiés à l'étranger, ils ne peuvent même pas rentrer au bled. Il y a une bonne partie de gens ici, ils ne peuvent même pas rentrer au bled parce qu'ils ont osé parler. C'est mon cas, c'est le cas du Smskin qui n'est pas rentré depuis une 20aine d'années. Et voilà la situation que nous vivons par rapport à la démocratie. Moi, je pense que les Algériens aspirent à vivre en démocratie. Le mouvement du Hirak a été révélateur sur ce plan, mais un gros révélateur. Il y a eu des fois, des semaines où il y avait 10 millions de personnes dans la rue. Il paraît que c'était beaucoup plus, mais pour faire le minimum des prévisions que faisaient les gens ou des calculs que faisaient les gens, c'était 10 millions de personnes dans la rue qui revendiquaient la démocratie, en plus d'une manière apaisée, pas revancharde, pas pour faire violent. Non, ils veulent la démocratie. Ils veulent bâtir un pays. Pendant le Hirak, les gens ne partaient plus clandestins. On a vu que le phénomène là qui faisait que les gens y partaient avec des bateaux de fortune, etc., il s'était arrêté parce que les gens ils se sont dit, nous on veut vivre chez nous, on ne veut pas vivre chez les autres. Et ce mouvement-là a été réprimé parce que c'est la dictature et le combat continue, comme on dit chez nous. Samir, pour commencer, je te félicite. Merci. Même je t'en loue de l'avoir écrit. Ton roman me parle beaucoup. Les peu de noms, de lieux ou de personnes que tu as cités me parlent beaucoup. J'ai appris il y a quelques mois d'un oncle, cousin germain de mon père, il me parlait de Roche qu'il a vu passer devant lui à 2 reprises. Donc, c'est ton coin, hein? C'est mon coin, c'est mon village. CDH. Moi, je suis on est sur le hauteur de CDH. Azro Chimini. Azro, c'est le rocher dans la langue française. Chimini, Ekfadou, dont les événements ont eu lieu. On le voit comme ça. Et les villages dans ton coin, ils avaient souffert pendant la Révolution. Absolument. Fazrout, c'est le village le plus proche de la montagne. Il a, en une journée, c'est d'ailleurs la veille de l'Aïd, il y a une 60aine de morts. Fazrout. Voilà. À côté de Faddat, Meqaran, Fedemout. Juste à côté, en face de l'Ijnan, mon village. En parlant de ce sujet, j'entends derrière moi, on me parle de démocratie, etc. Je pense que la France, elle est loin de donner ou de leçons de démocratie à l'Algérie. Mitterrand, qui est décédé en 1996, janvier, en novembre 1995, il ne reconnaissait pas la guerre d'Algérie. Novembre 1995, il y a une interview de Mitterrand, il ne reconnaissait pas la guerre d'Algérie. Juste un exemple. Donc, mais malgré cela, tu l'as bien dit, ça a été dit derrière moi, nous n'avons pas de haine. Moi, ça fait 40 ans que je suis là. Ma grand-mère, son seul frère a été tué pendant la guerre d'Algérie. Il est du village d'Imaliwan, à côté le plus proche de Zanchemine. Qui était, donc, et malgré cela, à la fin de sa vie,
Elle est décédée en 95. J'essayais un peu d'arracher quelques moments de mémoire, etc. Elle ne pouvait pas parler de son frère plus de 3 minutes. Maximum, elle pouvait arriver à 4 minutes, mais pas plus. Elle avait la voix et la gorge nouée, elle ne pouvait pas parler. Mais elle ne nous a jamais transmis ni exprimé une quelconque haine vis-à-vis de la France. Bien au contraire, c'est elle qui m'a donné le préjugé positif vis-à-vis de la France quand je suis arrivé ici en 87, quand elle me dit Widek Diligence. Widek Diligence. Elle arrivait même à mettre un qualificatif pour parler d'une nation. Une nation, bien entendu, avec des paradoxes. Tu l'as cité tout à l'heure, en 1883, l'école gratuite et obligatoire a été décrétée en France, 1883. Et 1959, on vient chasser une fille de la classe parce que, voilà, elle est où la gratuité, elle est où l'obligation, etc. C'est ça la France. Et la France d'aujourd'hui, nous la connaissons bien. Nous les Algériens, je pense que nous avons, si nous sommes bienveillants, si nous sommes, je dirais, objectifs, si nous sommes justes, nous avons beaucoup de choses à apporter à la France. La France qui vit actuellement cette crise avec l'Algérie depuis plus d'1 an, hein, qui n'a pas depuis juillet 2024, qu'il n'y a pas d'ambassadeur en Algérie. Nous sommes à Samir, je pense, capables de renouer en rejetant l'idéologie, la politique de la France, de l'État français, et l'idéologie, la politique de l'État algérien, du bas, à renouer une relation qui repart, à refonder une relation entre l'Algérie et la France sans haine, mais sans... Tu penses que c'est possible? Je pense que c'est possible. J'ai écrit en 2022, France-Algérie, 60 ans après l'indépendance, l'impossible pourtant nécessaire divorce, l'impossible pourtant nécessaire. Je me suis trompé en fait, parce que par la suite j'ai lu Guy de Pervilliers, qui est un historien, lui qui dit qu'il faut attendre 70 ans. Dans son l'avant-dernier livre, l'histoire de la mémoire de la guerre d'Algérie. Il dit qu'il faut attendre 70 ans. Je pense qu'on en approche et ça sera possible de tourner la page et de refonder une relation vraiment nouvelle entre l'Algérie et la France. Moi, je pense que les peuples, ils peuvent faire quelque chose, à condition de laisser les peuples se prendre en charge, s'occuper de leur destin. Et du côté algérien, c'est évident, parce que nous vivons dans une dictature qui empêche le peuple de se prendre en charge, de s'exprimer et d'aller de l'avant. Mais bon, malheureusement, même en France, moi aussi, ça fait une trentaine d'années que je suis là, j'ai eu tout le temps de voir que la démocratie, ok, mais bon, elle a ses limites, mais gravissimes. On a une oligarchie qui décide pour tout, on a un monopole sur les médias qui est horrible en fait. Il est tenu par un petit groupe de personnes qui ont une feuille de route et qui ont des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple français. Donc même du côté français, il faut aussi que les Français se libèrent de ce point de vue. Et moi aussi, je crois que si on laisse faire les peuples, ils pourront avancer dans la paix. En tout cas, on peut l'espérer, hein, Samir, même si la France reste quand même un pays où il y a des gens qui se battent et qui n'ont pas forcément les idées de l'oligarchie. Hein. Il y a un grand mouvement autour des insoumis qui est très respectable. Oui, il y a des médias. Mediapart a été l'outil qui a mené un chef d'État en prison. C'est très important. Hein. Donc, tout cela existe en France. Effectivement, il y a une énorme régression au niveau des élites en France, puisqu'elles se sont extrême droitisée, et ça continue, et la France va malheureusement droit dans le mur, bien sûr.
elle se réveillera quand elle comprendra que le Rassemblement national n'apportera aucune solution véritable. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Samir? Non, en fait, vous avez parlé de la guerre d'Algérie, je pense qu'on peut en parler des heures. Mais moi, pour moi, c'est ok, je suis très content d'être passé par là. Eh bien, merci d'être passé par là. Et puis, donc, bonne continuation. Et la semaine prochaine, on parlera de l'amour dans la chanson kabyle. Voilà. Merci. Merci beaucoup.